L'esprit d'escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. La semaine dernière, nous nous demandions ce qui pourrait ralentir sa longue marche. Aujourd'hui, beaucoup se demandent avec angoisse ou ravissement si la fusée Macron ne s'est pas ensablée en Algérie. Le patron de En Marche allait, affirme son entourage, chercher dans notre ancienne colonie ses galons d'hommes d'État. Il y a peut-être gagné une image d'opportuniste. En déclarant à la chaîne Echorouk TV que la colonisation fut, je cite, un crime contre l'humanité pour lequel, je cite encore, nous devrions présenter nos excuses, Macron voulait certainement faire plaisir à son électorat gauche et peut-être, qui sait, arabe. Il a suscité un tollé bien au-delà des nostalgiques de l'Algérie française et mis ses partisans les plus déterminés à la peine. Dans son éditorial entortillé, Le Monde explique que Macron n'aurait pas dû évoquer le sujet en Algérie, ni dans ces termes d'ailleurs, mais en conclut néanmoins qu'il a engagé un débat utile. Alain Finkielkraut, vous qui n'avez certes pas l'esprit entortillé, vous nous direz si ce énième débat sur la colonisation est en effet utile, et en attendant, il a au moins peut-être une première vertu, qui est d'informer les électeurs sur la véritable personnalité du mystérieux monsieur Macron. Celui-ci sera donc encore une fois notre principal sujet, mais nous essaierons ensuite tout de même de dégager quelques repères dans le climat de cette drôle de campagne. Commençons donc par les propos d'Emmanuel Macron tenu mercredi à la télévision algérienne. À moins que vous vouliez vous-même les citer, ou je vais peut-être citer la phrase dans son intégralité. Non, je vais le faire. Alors vous allez le faire, voilà. Et vous allez nous dire, si vous trouvez que c'est utile. Le moins qu'on puisse attendre d'un candidat à la magistrature suprême, c'est la cohérence, la responsabilité et le respect de la vérité historique. Emmanuel Macron, qui se targue pourtant d'être un intellectuel, qui a fait partie du comité de rédaction de la revue Esprit, qui a travaillé avec Paul Ricoeur, vient de manquer à ces trois exigences. Dans un entretien donné au magazine Le Point en novembre 2016, il avait évoqué les effets positifs de la colonisation. En Algérie, disait-il, il y a eu la torture, mais aussi l'émergence d'un état de richesse de classe moyenne. C'est la réalité de la colonisation. Il y a eu des éléments de civilisation et des éléments de barbarie. Un journaliste de la télévision algérienne a demandé des explications à Macron. Et voici sa réponse. Donc ça, c'était en novembre, il y a 3 mois, donc 3-4 mois. Et là c'est tout récent. C'était la semaine dernière, mercredi dernier. Je pense qu'il est inadmissible de faire la glorification de la colonisation. Certains, il y a un peu plus de 10 ans, ont voulu faire ça en France. Alors j'interromps la citation pour rappeler que le 23 février 2005, l'Assemblée nationale et le Sénat votaient une loi exprimant la reconnaissance de la nation aux femmes et aux hommes qui ont participé à l'œuvre accomplie par la France dans les anciens départements français d'Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Indochine, ainsi que dans les territoires placés antérieurement sous la souveraineté française. Qu'on avait résumé par la loi sur les aspects positifs de la colonisation. Elle venait suite, elle répondait à quelque chose d'ailleurs. Ça, je ne me souviens pas. Oui. Je sais que simplement les parlementaires exigeaient par surcroît que les programmes scolaires reconnaissent le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord. La loi n'a pas survécu au scandale qu'elle a provoqué, et pour se faire pardonner son interview du Point, Emmanuel Macron renchérit maintenant sur cette indignation. Je poursuis donc la citation. La colonisation fait partie de l'histoire française, c'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie, et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant nos excuses à l'égard de celles et ceux, le fameux celles et ceux macroniens, envers lesquels nous avons commis ces gestes. Rappelons que l'infraction de crime contre l'humanité est apparue lors du procès de Nuremberg pour qualifier
l'entreprise nazie d'extermination. Et puis, vous avez cité Le Monde. Oui, de toute façon, il n'a pas dit ça maintenant. Hein. Maintenant, il dit des crimes contre l'humain. Contre l'humain. Oui, c'est vrai. Mais il a quand même dit ça. Mais bien sûr qu'il l'a dit. Vous avez parlé du l'éditorial du Monde. En première page de son édition datée du 17 février, Le Monde écrivait que la déclaration d'Emmanuel Macron a suscité de vives critiques à droite et à l'extrême droite. Oui. Comme s'il fallait, pour s'offusquer des propos du candidat En Marche, être un nostalgique de l'Empire français. Comme si la gauche, héritière des luttes anticoloniales, ne devait rien trouver à redire à une approximation aussi monstrueuse. Et comme si normalement, tout de même, les intellectuels auraient dû quand même se mobiliser un peu plus, cher Alain, que ce que nous avons entendu. Comme si le combat politique exigeait de sacrifier la nuance et les distinctions élémentaires. Claude Lieuzu, historien très engagé à gauche, nous avait pourtant alerté dès 2005. De plus en plus nombreux, les spécialistes s'inquiètent de la propension qui gagne le métier à réduire l'histoire à un procès ou à en faire un instrument idéologique. Confondre, coloniser et exterminer, cela n'ajoute rien à la critique, au contraire. Ce schématisme ne permet guère de progrès scientifique. Coloniser, exterminer, c'est le titre d'un ouvrage publié par Olivier Lecourt-Grandmaison en 2005. À la NRF. Enfin, à la Bibliothèque des sciences humaines. Non, c'était chez Fayard. C'était chez Fayard. C'était chez Fayard, non. Ah bon. Tandis que les plus vieux lâchement se taisent, les journalistes trentenaires et quarantenaires du Monde et de Libération se conduisent en bons élèves de l'école post-républicaine. Ils sont les purs produits d'un enseignement de l'histoire à la Boucheron et à la Lecourt-Grandmaison que nul scrupule, nulle probité intellectuelle n'arrête quand il s'agit de souligner les failles et les fautes de la France dans son rapport à l'altérité. Les profs post-68 n'exposent pas la complexité, ils fustigent le mal. Macron a le même âge que les journalistes ainsi formés, c'est donc sans difficulté qu'il a récité à Alger la leçon de ce majocisme moralisateur. De ce masochisme. De ce masochisme moralisateur. Et il s'est fait ainsi le complice du régime algérien qui cherche à détourner l'attention de ses turpitudes et de son échec cuisant à assurer à son peuple une vie décente, malgré la rente pétrolière et la rente gazeuse, par une condamnation de plus en plus obsessionnelle et délirante de l'entreprise coloniale. Oui, alors vous avez raison, il l'a vraiment, en plus il l'a fait dans les mêmes termes que les pires opportunistes, enfin que les pires, mais même que pire que Bouteflika, je dirais. Donc c'est vraiment terrible. Mais permettez-moi de m'arrêter sur le début de vos propos. Est-ce que vous dites qu'il y a une espèce d'école? Alors médiatiquement, ça bien sûr, on le voit avec si vous voulez, le sacre de ce genre de propos et de ce genre d'historiens, mais est-ce que il y a vraiment une école, disons, que vous avez appelée post-républicaine et qui, je veux dire, a placé la repentance et la détestation de l'œuvre de la France au centre de ses travaux? Je crois que depuis très longtemps, à l'école, contrairement à ce que certains disent, on enseigne une histoire unilatérale de la colonisation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, très maladroitement et assez stupidement, des parlementaires ont voulu, si vous voulez, modifier l'esprit des programmes. Mais en outre... Ce qui est bizarre, c'est qu'on enseigne quand même une histoire plus complexe de la Révolution, par exemple. Aujourd'hui. Oui, on essaye. Encore que c'était le grand effort de François Furet. Je pense que même cet effort, aujourd'hui, est remis en cause. Mais pour poursuivre sur Macron, après avoir dit qu'il n'y avait pas de culture française, mais une culture en France, multiple et diverse, Macron envoie un message de soutien à ces enfants de l'immigration post-coloniale, comme aiment à dire les sociologues, qui regardent la France avec une mentalité de créancier
elle leur doit réparation et ils ne leur doivent rien. Ça plaît aussi à la gauche, ça plaît aussi à une partie à une certaine gauche, pas seulement aux enfants de l'immigration. Oui, et d'ailleurs, nous parlerons tout à l'heure de cette gauche-là, qui à mon avis a triomphé aux primaires. Mais pour en rester à ces enfants de l'immigration post-coloniale, selon la formule consacrée par les sociologues, dans son livre effrayant, paru aux éditions La Fabrique, Les Blancs, les Juifs et nous, Ouria Boutedja, porte-parole des indigènes de la République, écrit « La Shoah, le sujet colonial en a connu des dizaines, des exterminations à gogo. À tous ceux qui pensent comme elle, Emmanuel Macron demande de voter pour lui. Il s'adresse à ses électeurs potentiels et il leur dit que le ressentiment qu'ils éprouvent est bienvenu dans la diversité française. » Oui, mais alors, ce qui est étrange, c'est qu'il ne cherche pas vraiment à cacher son opportunisme, puisque le lendemain, si vous voulez, le lendemain, il nous fait deux choses. Il nous fait on n'aurait pas dû humilier les gens de la Manif pour tous, tiens donc, c'est-à-dire en même temps, il prône la GPA d'un côté pour tous, la PMA pour la PMA il est pour très toutes. opposé à la GPA quand la même. PMA pour toutes, pardon. Oui. Et si vous voulez, on a quand même l'impression, on a plutôt envie de s'interroger sur ses sincérités successives. Il a des sincérités. J'ai envie de vous demander si vous pensez que c'est vraiment une pensée profonde chez lui de la France. Écoutez, c'est difficile à savoir. Il y a évidemment chez lui une sorte d'opportunisme électoral, très clairement. Il veut s'adresser, puisqu'il s'agit de dépasser le clivage droite-gauche, à tous les électorats en même temps. Reste que, à Toulon hier, il n'a pas retiré ses propos, tout en affirmant il les a enrobés d'amour. Oui, tout en disant, voilà, je vous ai compris à ceux que de telles déclarations avaient pu offenser, mais, écoutez, on juge les candidats à ce qu'ils disent, et non pas à ce qu'ils ressentent forcément dans le tréfonds de leur cœur. Si les journalistes avaient un sens moral aussi développé qu'ils le prétendent, ils jugeraient cette affaire Macron bien plus grave que le Penelope Gate. Certes, il n'est pas convenable, il est même déplorable de garder pour soi et pour les siens son enveloppe parlementaire, mais s'affranchir des contraintes de l'objectivité et de la précision historique, aggraver la fracture française en donnant quitus à une francophobie de plus en plus stridente et militante, et s'aplatir pour finir devant un pouvoir tyrannique, corrompu et manipulateur, c'est tout de même autre chose. Emmanuel Macron est, comme le dit Marcel Gauchet, porteur d'une vision économique du monde. Quand il s'y tient, il laisse échapper l'essentiel. Quand il en sort, il déraille. Si j'étais la France, j'hésiterais à lui confier mon destin. Oui, un mot tout de même sur cette question de la colonisation. Vous allez me dire si je me trompe, j'entends tout le monde dire oui, nous n'arrivons pas à regarder se passer en face, nous devons encore en débattre, il y a un impensé colonial, ça c'est un grand mot de journaliste, et franchement, moi j'ai tout de même l'impression que maintenant les choses sont assez claires, on sait la torture, on sait les motivations mêlés évidemment des colons, etc., etc. Donc alors est-ce qu'il faut débattre encore de ça? Non, mais c'est exactement le contraire. On nous a expliqué pendant très longtemps que la France ne voulait pas savoir ce qui s'était passé sous l'occupation, qu'il fallait ouvrir les placards. Ces placards ont été depuis longtemps ouverts et explorés. Ils le sont, je l'ai dit, à l'école, et d'une manière qui ne brille pas par sa subtilité. Donc cette idée d'ouvrir un débat qui est en fait incessant en France me paraît totalement hors de propos. Mais je voudrais... Et irresponsable d'ailleurs, parce que ça entretient aussi, chez les petits jeunes qui manifestent aujourd'hui, enfin les petits jeunes, je dis pas ça en sympathie, chez les émeutiers qui manifestent et qui cassent aujourd'hui, ça entretient une espèce de flamme victimaire qui leur permet de dire nous avons de bonnes raisons. Exactement, c'est ce que je dis, c'est ça, ils regardent la France avec une mentalité de créancier. Elle leur doit tout, ils ne doivent rien, et Macron légitime cette mentalité au lieu précisément de la remettre en cause. Mais je voudrais ajouter un post-scriptum
Ce qui caractérise Macron, selon Gauchet, c'est sa capacité à incarner une aspiration générationnelle à se débarrasser des sectarismes fossiles, surtout de la gauche dont il vient, mais aussi de la droite. Et en effet, Macron ne parle pas comme les vieux briscards de la politique. Dans un de ses derniers meetings, il nous a invités à penser printemps. Penser printemps, penser printemps, penser printemps, a-t-il martelé à plusieurs reprises. Mais il paraît que c'est d'Alain. Si c'est ça, ah bon ? Oui. Si c'est ça, si c'est cette extase vide, l'aspiration générationnelle dont parle Gauchet, alors Philippe Muret a raison. La jeunesse est un naufrage. Vous avez remarqué d'ailleurs que Gauchet déchante un peu au cours de l'entretien. Oui, bien sûr. Il n'est pas du tout hagiographique. Non, bien sûr. Il s'interroge sur ce phénomène. Non, et l'analyse est juste, mais il y a de quoi s'inquiéter. Finkielkraut, tout de même, je vous enverrai ce texte. Moi aussi, j'ai été surprise et même un peu ennuyée d'apprendre qu'il était signé d'Alain. Voilà. Mais nous ne pensons pas vraiment printemps. Mais Alain a pu signer un texte dans, si vous voulez, a pu réfléchir en ces termes dans un contexte particulier, sortir cette citation de ce contexte pour en faire un mot d'ordre, pour en faire un slogan politique, c'est absurde. Ah bah pour un homme qui est certainement made for sharing, ça n'est pas très étonnant, cher Alain. Vous l'avez dit vous-même, la vision de l'histoire en fait qu'il y a derrière Macron, qui est celle de Boucheron, cette vision pénitentielle, est quand même celle d'une partie de la gauche. Et si vous voulez, parce que on n'a pas du tout parlé pendant que l'affaire Fillon, l'affaire Théo continue, l'affrontement politique semble un peu relégué au second plan. Aujourd'hui, alors maintenant, ce matin, si vous voulez, nous avons appris que finalement Mélenchon et Hamon ne seraient pas ensemble. Et je pensais à votre blague de la semaine dernière, on n'a pas besoin de deux Mrap. Alors est-ce que nous avons besoin de deux Mélenchon ? Écoutez, cette campagne est effectivement très bizarre. Dans un éditorial récent de Marianne, Jacques Julliard écrivait que la gauche a choisi de se jeter dans l'utopie, pour s'exonérer de l'écrasant fardeau du pouvoir au milieu d'un monde qui change plus vite que l'idée que nous nous en faisons. La gauche, ajoutait Julliard, et cela vaut aussi bien pour Jadot que pour Mélenchon et pour Hamon, s'est mise aux abonnés absents en faisant l'impasse sur les problèmes de l'heure, de la réindustrialisation à l'immigration, du terrorisme à la situation nouvelle d'après Trump. Il a raison, mais je crois qu'elle a fait pire. Pire que choisir l'utopie. Elle a choisi la place de la République de Nuit debout contre la place de la République du 11 janvier. Elle a tourné le dos à ses principes laïques pour s'engager dans la voie du clientélisme et des accommodements toujours plus déraisonnables. Il y a quelques mois, paraissait dans Libération un appel dénonçant la campagne de lynchage dont aurait été victime Ouria Boutelja, justement. Ce qu'elle montre, cette campagne, écrivaient les auteurs de l'appel, c'est qu'en France, il n'est pas anodin d'être une militante politique autonome et arabo-musulmane de surcroît, qui expose avec force des opinions qui ne vont pas dans le sens général de la marche. Le plus étonnant, c'est qu'il me semble que Geoffrin avait dû faire partie de ce lynchage, parce que je crois qu'il a été très critique aussi. Oui, alors c'est publié par Libération, et j'ai donné un extrait du livre tout à l'heure, des exterminations, les sujets coloniaux. On a connu à gogo. Cet appel était signé entre autres par Ronnie Broman, Alain Grèche, Didier Lestrade, le fondateur d'Act Up, Michel Sibony, qui a témoigné contre Georges Bensoussan, Isabelle Stengers et Françoise Vergès. Dans Le Monde de ce week-end, François Gèze, qui a dirigé les éditions La Découverte de 1982 à 2014, et l'historien Gilles Manseron écrivent que les séquelles du passé colonial constituent le soubassement de manifestations racistes et islamophobes, parfois au cœur de l'État. Alors de quoi parle-t-il ?
de Donc l'interdiction... Ça, c'est Manceron et Gels qui l'écrivent dans Le Monde. Hein. De quoi parle-t-il? De l'interdiction des signes religieux ostensibles à l'école, de la prohibition du voile intégral, ou, à la manière d'Emmanuel Todd, des défilés du 11 janvier, où des millions de Français se seraient précipités dans la rue pour défendre comme besoin prioritaire de leur société le droit de cracher sur la religion des faibles. Je cite Emmanuel Todd. En tout cas, c'est cette gauche, non seulement utopique, mais anti-républicaine, anti-laïque et antiraciste au sens obscurantiste que ce terme a pris pour notre plus grand malheur, qui a gagné les primaires. Et c'est d'ailleurs l'entourage, peut-être vous allez en dire un mot, l'entourage de Benoît Hamon. C'est ça, c'est vous, oui, voilà, c'est ça, c'est très Nuit debout. Symptomatique, avec Sandra Laugier qui est, disons, la grande philosophe de Nuit debout. Si voilà, exactement. Alors, Jacques Julliard, revenons à lui. Conclut son article en disant qu'avec ce choix, la gauche va donner sans combattre le pouvoir à la droite pour au moins 10 ans, comme en Allemagne, en Angleterre ou en Espagne. Ce n'est pas si grave, mais ce n'est pas de mon choix. Bonsoir, faites de beaux rêves. Mais justement, notre situation est beaucoup plus angoissante que ne le dit Julliard, car le pouvoir judiciaire et la caste médiatique ont décidé de mettre hors jeu le candidat de la droite libérale et conservatrice. Mais rien ne vous dit que ça va marcher. Mais enfin, ils font tout pour. Hein. Oui, il faut tout pour. François Fillon a bien donné un entretien au Figaro dans lequel il dit maintenant. Oui, d'ailleurs. Oui, mais justement, ouais. Le parquet national financier publie un communiqué pour dire l'enquête continue, oui. Alors qu'il ne se passe rien. Il publie un communiqué pour maintenir la pression sur François Fillon et pour garder la main. Encourager les manifestants, pour garder la main, et pour encourager les manifestants qui le harcèlent en tapant sur des casseroles et en disant Fillon en prison. Et là, effectivement, et François Fillon dit, dans ces conditions-là, vu cette partialité, vu ce harcèlement, je me présente même si je suis mis en examen. Et évidemment, il est très attaqué par toute une partie de la presse qui dit, voilà, il est en contradiction avec lui-même. Il aurait dû dire, je ne fais pas confiance à la justice de mon pays, oui. Point barre. Voilà. mais c'est là que la campagne vire au cauchemar. On ne peut pas faire de beaux rêves. Parce qu'on a la gauche bandit-blog, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Voilà le choix où on voudrait nous condamner. Voilà. Et il est impossible, dans cette situation, de faire de beaux rêves. Bon, évidemment, je vous invite à ne pas, disons, admettre ceci comme une donnée, parce qu'après tout, le candidat des Républicains continue à faire campagne. Mais tout de même, vous avez parlé de la gauche comme un seul homme, en quelque sorte. Est-ce que tout de même, vous n'accorderiez pas... Finalement, sur le plan de l'histoire, sur le plan de la capacité au moins d'incarnation de la France, un peu plus de crédit à Jean-Luc Mélenchon, que vous avez d'ailleurs déjà reçu dans Réplique. Oui, alors si vous voulez... Vous pouvez avoir un dialogue, me semble. Vous avez raison, à tout prendre... Je préfère Jean-Luc Mélenchon à Benoît Hamon. Il y a plus de force en lui, plus de culture, plus d'éloquence. Plus d'histoire. Et vous avez raison, le mot est important car je l'ai entendu s'exprimer sur les propos d'Emmanuel Macron en des termes extrêmement justes et assez courageux, étant donné l'électorat de la France insoumise. Il a dit que il faudrait faire preuve de beaucoup plus de délicatesse envers les morts comme envers les vivants. Et en même temps, le même Jean-Luc Mélenchon a cru bon de se rendre à la manifestation d'hier, place de la République, réclamant justice pour Théo. Bien sûr, moi aussi, je réclame justice pour Théo. Mais nous avons parlé de ces manifestations qui dissimulent la terrible réalité des violences anti-policières aujourd'hui et aussi qui se fondent sur un seul récit. Un seul récit. J'insiste parce que je suis persuadé que dans quelques années, quand on arrivera au procès, on en aura un tout autre. Peut-être. Plus mais quand bien même ce récit serait le bon, ce récit serait vrai, on veut nous faire croire que Théo symbolise
toute une banlieue victime du racisme et de la méchanceté, de la cruauté, de la barbarie de la police française. Je crois que un candidat à la présidence de la République ne doit pas flatter ce genre de passion. Et Jean-Luc Mélenchon le fait et je le regrette. Mais je dis ça aussi parce que je me sens, avec l'éviction brutale de Manuel Valls, orphelin de la gauche laïque et républicaine. Oui. Donc c'est vraiment une drôle de campagne, dans une drôle de campagne, climat, avec une drôle de gauche. Et nous n'avons pas fini d'en parler, cher Alain Finkielkraut. Tout de même, je vous annonce une bonne nouvelle. Allez, cette semaine, les explorateurs du monde, du journal Le Monde, sont enfin arrivés vers des terres jusque-là inconnues d'eux. Ils ont découvert les territoires perdus de la République. Alain, vous l'avez vu. J'ai vu l'article, mais j'ai vu aussi que cet article commençait par une mise en cause extrêmement dure de Georges Bensoussan. Une femme d'Aubervilliers qui combat le salafisme dans sa ville est amenée à nous expliquer que Bensoussan fait du tort à la cause qu'elle défend, et elle dit que sans avoir lu son dernier livre, elle lui reproche de simplifier les choses et de ne pas donner assez de place au type de position qu'elle incarne. Donc le monde se débrouille pour reconnaître une réalité tout en tapant sur celui qui a été le premier avertisseur d'incendie. C'est ce que je voulais vous dire, c'est qu'ils ont découvert ces territoires avec des lunettes noires, visiblement. Et merci, cher Alain, de nous éclairer, vous, sans lunettes noires, et de nous faire profiter toujours de votre cœur, toujours intelligent. En attendant dimanche prochain, on peut vous lire dans Causeur, qui est disponible en kiosque. On peut aussi vous réécouter sur causeur.fr et radio-rcj.info. Et chaque dimanche, vous pouvez bien sûr nous écouter en direct sur ces deux sites. Bonne semaine, cher Alain, et bonne semaine à tous.